puis les porte-filtres aussi. On ne veut absolument pas changer quelque chose qui marche chez les loueurs. C'est pour ça qu'on a conservé exactement le même système, mais ce qu'on a fait, c'est quand même essayer de les améliorer. Par exemple, il y avait deux Matchbox à l'époque. Il y en avait une qui s'appelait la LMB5 qui était plutôt basique mais pas cher du tout, et puis l'autre la LMB15 qui était moins basique, un petit peu plus équipée mais qui coûtait un petit peu plus cher. On a décidé de faire la fonctionnalité de la LMB15 avec le prix de la LMB5, et c'est ça voilà ce que ça donne. C'est la LMB25. Elle a un petit accessoire qui est en bas ici, qui permet de garder les filtres même si on ouvre les porte-filtres, ils ne vont pas tomber par terre. Donc ça c'est bien pour la grue. On avait réalisé par exemple que pas mal des assistants mettaient beaucoup de gaffeurs autour, donc ça remplace avantageusement le gaffeur. Par exemple, si on est sur un rush and arm, il est bien d'être certain que les filtres ne vont pas tomber sur la route. C'est quelque chose qui est... Comme on avait pas mal de succès avec celle-ci qui était en 4x5-6, on a décidé de remplacer la LMB4 avec exactement le même système, celle-ci qui est ici. On a le même petit accessoire ici, où on a le même petit œilleton ici en 10 mm qui permet de mettre un mousqueton pour éviter que si jamais on est sur une grue un petit peu haut, être certain que ça ne va pas tomber, pour l'assurer. Et puis le même type de volet en carbone, qui est du vrai carbone d'ailleurs. C'est pas du plastique. Ça c'est les Matchbox plutôt en clip-on, on les connaît bien. Ce qu'on a sorti récemment, ce sont des Matchbox studio. Ce sont des Matchbox une fois encore, qu'on ne voulait absolument pas changer au niveau de l'ergonomie. Donc toute l'ergonomie qu'on a là vient par exemple des MB18, des MB14, de l'époque de la Grande Guerre. Je crois que la MB14 est sortie en 89. On a conservé tous les porte-filtres, donc les loueurs sont contents parce qu'ils en ont plein. On a conservé les mêmes lens rings à l'arrière. On a conservé plein de choses. On a toujours une rotation indépendante des... On a toujours une rotation indépendante des porte-filtres. On a toujours un swing away qui nous permet d'ouvrir la Matchbox pour changer les optiques. Et puis on a aussi, pour aider ce changement d'optique, on a toujours une extension qui est ici. Donc ça n'a pas changé par rapport aux versions précédentes. Ça nous permet juste d'être capable qui nous permet de ne pas avoir besoin de manuel quand on se retrouve sur le terrain. Donc si vous connaissez la MB14, la MB18, vous saurez manipuler une map comme ça. Ce qu'on a fait en addition, c'est qu'on a eu énormément de problèmes au chui ex-rental. On avait 2 appels par semaine pour des gens qui avaient des problèmes de double réflexion avec des bougies, avec des phares de bagnole. Donc ça, on a essayé de tacler le plus vite possible. Voilà ce qu'on a trouvé. Merci. La caméra, la Matchbox est elle-même articulée sur un module tilt qui permet de pencher simplement et voilà, donc c'est un module qui est intégré, il n'y a pas besoin d'avoir de solutions qui sont rapportées. Je sais que certaines maisons avaient des objets qui étaient ajoutés avec des angles qui étaient fixes. C'était utile du temps qu'on les avait dans le sac. Bien évidemment, si on est en Irlande à 11h30 du soir et qu'on l'a pas, ça on l'utilise. Ça, c'est toujours avec la Matchbox, donc ça permet d'enlever progressivement les réflexions qu'on a. Je sais qu'on a un garçon qui s'appelle Neil Norton, qui nous envoie ici sur sa production au Canada. Neil avait une production qui est relativement longue et qui n'est tournée qu'à la pluie, pour les scènes d'intérieur, avec des grands feux de bois derrière. Il a eu tous les problèmes possibles au niveau des doubles réflexions. On lui a envoyé un prototype à l'époque de la SMB1, c'est-à-dire la Matchbox qui est ici, le 6.6. Et il a réussi à enlever énormément de problèmes avec ça. Et
qui nous a envoyé le feedback suivant, c'est qu'il lui restait quelques drôles d'effets autour des perruques du fait que les filtres n'étaient pas traités. Donc il y avait un soft effects par exemple, il gardait un ND3 je crois à l'intérieur même, et ces filtres n'étant pas traités, en fait, il y avait toujours une espèce de pollution entre les filtres qui le suivait dans son tournage et qui était vraiment embêtante. Donc ce qu'on a fait pour lui, on a fabriqué, ça c'est un deuxième prototype, mais on le sort, je crois que ça sort à la fin du mois. On a fait un porte-filtre qui permet de mettre 3 filtres ensemble et de les coller ensemble. Donc je sais que la première caméra les a complètement collés ensemble, la deuxième caméra a mis un petit peu de scotch autour, mais ils ont réussi à enlever ces dernières traces d'issue avec la double réflexion qu'ils avaient avec du fait de tourner à la bougie. Donc ça c'était bien pour nous. La deuxième chose qu'on a essayé d'introduire avec la SMB1 et puis la SMB2 maintenant, c'est d'avoir des porte-filtres qui se détachent en différents modules. Ce qu'on a dans les locations, dans les locats traditionnels, c'est qu'on va avoir des dos en 3 filtres pour à peu près tout ce qu'on a pour 90% des plans. Après, vu 4 filtres parce qu'il y a une séquence de rêve, il faut rajouter quelque chose. 2 filtres parce qu'on a du grand angle. Donc ça faisait beaucoup de matériel à prendre dans les sacs. Ce qu'on fait avec ça, c'est qu'on peut détacher en fait les modules et puis les ajouter ou les enlever comme on veut. Tout ce qui est là-dedans est monté sans graisse, sans huile, sans lubrifiant. Dans le module tilt ici, sans lubrifiant, toute la rotation des filtres aussi, ce sont soit des traitements au téflon, comme on voit ici, c'est un petit peu plus bruyant. Soit ce sont des plastiques spéciaux qui s'appellent Ibus, téflonisés, qui sont absolument géniaux, dans lesquels on fait les pas de vis, qui permettent de ne pas avoir de graisse, pas de saleté qui sont tirées. Donc c'est vraiment un bonus. Moi, je sais que j'ai démonté des MB14 quand j'étais en location, je ne le conseille à personne. Il y a des vis partout, c'est horrible, c'est vraiment une perte de temps. Donc là, a priori, une maintenance qui est bien moindre. C'est comme ça, je vais passer. Ce qu'on a également fait, c'était penser à l'anamorphique. Cook a sorti des anamorphiques, Angélio a sorti des anamorphiques, Zeiss, Harry aussi bien sûr. Il y a une loca en Amérique qui me disait qu'ils estiment 10 à 15% des films, 10 à 15% pardon, des pubs sont tournés en scope en ce moment. Donc on a essayé de faire en sorte d'aller dans ce sens-là. L'auge que vous voyez sur cette matbox est en fait 2/1, c'est quelque chose qui a été créé vraiment avec l'anamorphique en tête, aussi avec la 65 parce que la 65, le rapport natif est 2/1, ce qui nous permet d'être un petit peu plus performant dans la gestion de la lumière qui arrive sur le côté, mais aussi qui permet de rendre la matbox un petit peu plus petite, donc c'était pas une mauvaise idée. Donc cette option-là arrive avec un set de flags, de volets sur le côté, voilà, qui sont un petit peu plus compacts pour suivre la nouvelle dimension de l'horloge. Je parlais tout à l'heure des triple filter frames qui sont ces accessoires qui permettent de mettre 3 filtres, 2 ou 3 filtres collés ensemble. On a également un adaptateur qui nous permet de mettre ces petits porte-filtres sur la grosse matbox, ce qui est pas mal pour l'Inde. Apparemment, ils tournent tous en 6-inch tout le temps. Donc ils mettent le matin et ils l'enlèvent le soir, qui faisait un zoom ou une petite optique, ça permet de gagner du temps, qui s'est mis. Ce sont les matbox, je peux les faire passer ou vous les verrez, on les ajuste là. Mais je peux vous faire passer ça si vous voulez. Alors ça c'est un deuxième prototype, donc je vous demande
indulgent sur les derniers réglages de tolérance qu'il y avait dessus. Mais ça se présente à peu près comme ça. Et puis bien sûr, il y a un dos comme ça qu'on met à la fin, où on peut mettre les mêmes lens ring qu'on avait sur la MB18. Ou la MB19 ou la MB20, c'était exactement la même. Ici, on a la même petite sécurité qui nous permet de ne pas faire tomber le porte-filtre par terre qu'on est par exemple sur une grue, ce qui est toujours un avantage. Donc voilà un petit peu pour les Matchbox. Rien de terrifiant et de nouveau, mais plein de trucs sympas qui permettent d'avoir une vie un petit peu plus cool quand on tourne à la bougie avec des voitures. Au niveau des follow focus, on a toujours à peu près la même gamme. MFF2, c'est le mini follow focus qui est un tout petit truc. Vous l'avez vu sur l'optique EF qui est sur celle-ci. L'optique EF qui a sur cette Amira. Elle est déclinée en deux versions, la HD et la Ciné. C'est juste une question de rapport de transmission. Le FF4 que vous connaissez, qui date du FF3, FF4, c'était le même rapport de transmission 2 pour 1. C'était un petit peu rapide pour des optiques comme EF par exemple. Ce sont des rotations de focus qui sont généralement très très courtes, ce qu'on appelle un focus throw. Et donc en réduisant la transmission en 1 pour 1 avec le HD, on peut avoir un peu plus de précision parce qu'on se retrouve avec des courses de focus wheels qui sont un petit peu plus longues. Et puis le MFF2 Ciné, lui, c'est exactement comme le MF4 au niveau de la transmission. On peut conserver les mêmes roues, les mêmes poignées, et puis on peut aussi conserver les mêmes engrenages qu'on utilise par exemple pour FF2, FF3, FF4, toute la génération. On avait le FF5 qui est ici. Le FF5, c'était une tentative de faire un follow focus qui était plus léger que le FF3, plus léger que le FF4, qui était un petit peu plus fin et un peu moins cher aussi, qui est ici. Et puis, bien sûr, on a le FF4 qui maintenant entame, je crois, cette 18e année, qui est un classique avec un ajustement du play entre les deux engrenages qui permet de le régler comme un instrument de musique. Ça, c'est bien. Ça sent vraiment les instruments, les follow focus. On n'a rien de nouveau, mais tout est là avec les mini follow focus et les follow focus studio. Voilà, là on passe de 19 à 15, tu as trouvé le moyen. Et on va transiter, si vous voulez bien, avec les accessoires pour les caméras qui ne sont pas Arri. Pourquoi on fait ça? C'est simplement que sur les tournages, on a remarqué qu'on pouvait avoir par exemple 2 Alexa et puis une FS7, ou 2 Alexa et une C300. Et bien souvent, on vient de... Oui, voilà, exactement. On avait des accessoires pour le 5D. On s'est rendu compte que il y avait un besoin d'avoir des accessoires qui respectaient un certain standard. C'est-à-dire par exemple la position des tiges qui sort est la même depuis la SR en 1972. Donc on a énormément d'accessoires comme par exemple des matchbox, des ring lights, des rain deflecteurs. Ce sont des accessoires qui doivent être centrés. Et donc il faut une réelle précision au niveau de la position de ces... Et nous sommes le garant de ce standard. Et donc cet accessoire ici pour FS7, non seulement peut se brancher sur les plaques que vous voyez qui sont des plaques de style VCT broadcast, mais en enlevant la petite wedge qui est ici, qui sont avec 3 vis qui restent dedans, on a une compatibilité directe avec une bridge plate traditionnelle de style BP8 comme on a dans les rentals traditionnels. Donc on peut passer en 19, donc on peut mettre des gros zooms, donc on peut mettre des gros wide angle, donc c'est bien pour les... Ici, ce qu'on a sur le dessous, et on en parlait tout à l'heure, c'est un support des adaptateurs. Arri ne fait pas d'adaptateur, mais la plupart des adaptateurs viennent avec un pas de vis en quart de pouce en dessous. C'est le cas par exemple de ce Metabones ici, qui est là, et on le supporte à partir de la plaque.
ce qui permet de pouvoir mettre après une optique PL comme un Master Prime si on veut, sans pour autant avoir à supporter cette optique. C'est bien parce que le E-mount qui est sur la monture E qui est sur la Sony n'est pas forcément structurellement solide. Elle est faite pour avoir des optiques qui ressemblent à des optiques consumer, c'est des optiques qui sont beaucoup plus petites. C'est des optiques de base photo, voilà exactement. Donc avec ce support qui est là, que tu as là-dedans, ça permet de mettre des optiques qui sont beaucoup plus grosses, des optiques ciné. On a fait exactement la même chose. J'ai dû parler de la Canon. Je vais revenir sur ce point. Voilà ce que ça donne quand c'est monté par exemple avec une BP8. La BP8 qui est la plaque traditionnelle pour la 435, la Recam LT, la 235, il y en a plein dans les locations. Donc si vous voulez passer en 19 parce que vous avez des grosses zooms, c'est sans doute la bonne chose à faire. On a fait des accessoires très récemment pour une caméra qui va sortir bientôt, qui est la C300 numéro 2. On avait déjà des accessoires pour la C300 numéro 1, C300, C500, qu'on avait fait dans l'esprit cinéma, c'est-à-dire qu'on avait fait pour une prise directe avec une bridge plate en 19. On a conservé le même système pour le ciné, c'est-à-dire qu'on a juste rajouté des rosettes et puis on a mis une compatibilité directe avec cette fameuse BP8 parce que pour profiter du fait que la caméra est très courte, donc on peut faire des rigs relativement compacts. Maintenant on avait une grosse demande au niveau du broadcast. Des gens qui nous demandaient si on pouvait faire une caméra d'épaule, quelque chose qui se met directement sur une plaque comme la VCT ou la QRP1 que j'ai ici. Et c'est ce qu'on a fait. La plaque pour le broadcast qui est ici a la particularité de garder ces tiges au même endroit quand on bouge la balance pour les épaules. Je crois que c'est le premier. Elle se mange directement sur une plaque VCT comme ça. Et elle permet quand même le confort d'avoir réglé ses moteurs une fois et puis de les laisser là, où c'est le matbox, et juste de pouvoir ensuite la régler pour les épaules, ce qui est quand même bien pratique. On a aussi une top plate qui ressemble un petit peu à ce que vous avez sur la Mini, donc les mêmes poignées se branchent dessus, ce qui permet de ne pas collectionner les dernières poignées. Voilà ce que ça donne à peu près en réel, avec la plaque pour la batterie derrière, et avec cet adaptateur qu'on a qui s'appelle le AGA1, qui est un grip adapter, qui permet de mettre la poignée de la C300 sur une rosette en fait, et de sortir les informations, le picking, etc. de la caméra directement dessus. C'est plutôt la poignée de la FF7. Oui, la poignée de la FF7 est super au niveau fonction. Je sais que c'est absolument super. C'est juste peut-être une structure à ce qu'on a vu sur la ligne tout à l'heure, c'était un coussin d'épaule qui n'est pas réservé à la ligne du tout. Ça marche très très bien par exemple pour les C300, ça marche très bien pour les 5D, on a ça comme un produit un petit peu indépendant qu'on a de notre côté. Voici la FF7 que j'ai montré un petit peu tout à l'heure. Il y a un garçon qui s'appelle Hunter Snyder qui lui est parti dans le Groenland pour faire un documentaire. Et il faisait très très froid et il a tourné en FS7 avec nos accessoires qui est ici. On en a fait une petite histoire dans un des magazines Harry. Il était très content. Donc voilà, derrière il avait évidemment du son, il avait les batteries avec le système que je vous ai présenté. Fameux petit support pour les adaptateurs. Et puis la Varicam, la fameuse Varicam, on a fait une plaque pour la Varicam qui est ici. C'est vraiment la chose typique. Je crois que, si je me souviens bien, on était à l'époque les premiers à monter ça sur une plaque BP. Voilà ce que ça donne en nature. Avec la plaque.
la top plate qui est là, qui nous permet en fait de garder le hardware qu'ils avaient eux-mêmes monté au-dessus de la caméra, mais en mettant quelque chose où on peut brancher des modules et des choses qu'on trouve chez les locations traditionnelles. Donc voilà un petit peu la partie mécanique. Bien sûr, si vous avez des questions, allez-y. On va peut-être enchaîner sur la partie électronique si vous voulez bien. Le collègue Hendrik, qui bosse avec nous à Munich, a développé toute la gamme que je vais vous présenter maintenant. Ça consiste, l'émetteur qui est là-bas à 3 voies, à 3 axes, et le petit émetteur qui est derrière a un axe seulement, qui sont vraiment complémentaires. Il est branché en ce moment sur la FS7. Bien sûr, ça a été développé beaucoup avec l'Alexa en tête, mais comme vous le voyez par ici avec une F55, on a la possibilité de retrouver les mêmes fonctionnalités avec des caméras qui sont pas ARRI. Par exemple, si je prends ce petit diagramme qui est là, on voit que tout passe à travers l'Alexa, y compris l'accessoire qui mesure la distance. Tout ça va dans l'Alexa et sort par les moteurs. On a aujourd'hui la possibilité de le faire avec un petit accessoire qui s'appelle l'Universal Motor Controller, qui est ici par exemple. Donc sur cette FS7, on a la possibilité non seulement de contrôler les optiques, comme on le fait traditionnellement, mais aussi de capturer des données d'optique. Donc pour le Visual Effects par exemple, c'est super important de savoir sur cette image, quelle optique était utilisée, quelle profondeur de champ il avait, etc. Tout ça, ce sont des données texte en fait, qui sont capturées sur des petites SD cards qui sont à l'intérieur. Il y a aussi une possibilité de les mettre en réseau, de récupérer ça un petit peu séparément. Je vais vous montrer ça ici. Donc là, je me retrouve avec une unité qui s'appelle WCU4, qui est le Wireless Compact Unit. Il est compact parce que quand il est sorti, c'était vraiment compact comparé à tout ce qu'on faisait à l'origine. Si vous voyez, si je commence à bouger l'iris, ce qu'il fait d'ailleurs quand je parle, je suis en train d'affecter graphiquement la profondeur de champ. Et là, on est hyper focal aussi. Bien sûr, si je bouge, je vais aussi me retrouver avec une profondeur de champ qui est en temps réel. Ce que je vois sur ce display, c'est pas ce que j'ai commandé à la caméra, c'est la caméra me retourne l'information que mon optique est effectivement arrivée à ce point-là. Par exemple, si on a un gros zoom avec un moteur qui n'est pas forcément hyper puissant, je vais devoir attendre que le moteur arrive au point que je lui ai commandé, et ça c'est le feedback que me donne cet écran. Et bien évidemment, graphiquement avec des marques que je peux placer, avec une profondeur de champ qui est montrée comme ça graphiquement. Si je veux, en complément, je peux très bien utiliser ce qu'on appelle le SXU1, qui est une unité avec un axe, qui permet par exemple de prendre l'iris sur une caméra. Par exemple, si j'ai un carte ou si j'ai un directeur de la photo qui aime bien conserver une maîtrise du diaph, eh bien, il peut tout à fait prendre cette s'il le met sur le même réseau et qu'il dit qu'il veut prendre le diaph, ça va prendre le diaph. Donc ça devient inopérant. Et ils peuvent contrôler leur mesure de diaph directement. Voilà, ici on a une Alexa sur la gauche, une F55 sur la droite, et les deux ont en gros la même fonctionnalité. Dans cet appareil, il y a également la possibilité de relever des données de tilt et de roll, donc ce qui est pas mal aussi pour le VFX, comme l'Alexa le faisait, enfin le fait toujours d'ailleurs. Ce qui est bien dans des scènes où on est à l'épaule et où on est en écran vert, c'est bien de pouvoir matcher les deux sans pour autant avoir à le deviner. Ça sauve énormément de temps. Au niveau des lens data, on a 4 gros avantages. Le premier, c'est de montrer graphiquement les informations sur l'appareil. Le deuxième, c'est de pouvoir faire des données pour des optiques qui n'ont jamais été créées pour ça. Par exemple, un vieux zoom Cook, on va être capable de le cartographier sur l'appareil et de se passer les données entre premiers assistants, par exemple. C'est tout à fait possible. On peut l'envoyer par email si on veut.
ça va donner la possibilité de ne pas forcément avoir à utiliser des optiques super modernes pour des productions. Au niveau du focus tracking aussi, l'appareil est tout à fait capable de focuser là où un appareil comme un EDM de chez Arri ou un Cinetape par exemple, mesure de distance. Le comment va tout à fait être capable de pointer l'optique exactement à la valeur donnée par cet appareil. Et bien sûr, comme je viens de le mentionner, pour la post-production c'est de l'or, parce qu'ils sont capables de sauver énormément de temps en sachant exactement quelle optique avait été utilisée, à quel diaph, à quelle distance et à quel degré de tilt, error, etc. C'est très bon. Pour la Mini, on a une Mini maintenant. La Mini, on n'avait aucune envie de venir graffer une machine pareille sur le côté, donc c'est intégré. C'est intégré. Bien évidemment, c'est intégré, mais on n'a pas trois énormes prises qui sortent, parce que on fait une coque en carbone, on va pas s'amuser à mettre des énormes fiches. Donc on a un système qui est un petit peu nouveau. C'est une coopération avec C-Motion. C'est une façon de les chaîner ensemble, qui part d'un seul point, qui est sur la monture PL de la Mini. Donc vous avez peut-être une petite prise rouge qui s'appelle le L-Bus, et c'est ce qui permet de mettre le premier moteur et d'enchaîner avec le deuxième et le troisième. Comme on ne voulait pas s'arrêter à la Mini, pour les mêmes moteurs, on a ce petit type de boîtier qui existe en différentes déclinaisons. Celui-ci, par exemple, permet d'utiliser les moteurs traditionnels en un axe seulement. Par exemple, pour la section 1, c'est bien. Pour les personnes qui opèrent les Steadicam, ils ont juste besoin du focus. Donc avec ça dessus, c'est très bien. On peut mettre ça sur une RED, on peut mettre ça sur une F55 par exemple. Il y a une déclinaison de ce petit boîtier aussi qui permet de contrôler un zoom cabrio sur les 3 axes avec un WCU4. Ça, c'est une solution qui marche très très bien. Et puis on a cette dernière déclinaison qui permet de sortir les moteurs d'une prise L-Bus, donc ces fameux moteurs C-Force qui sortent avec la Mini. Donc c'est une solution pour la Mini. Et voilà, ça donne le AMC comme on appelle. Le même petit boîtier que ça, ça pèse rien et c'est au niveau prix très très raisonnable. Le WCU4 comme on l'a dit un petit peu tout à l'heure, c'est pas seulement pour contrôler les optiques, ça nous permet de changer un nombre de choses. Par exemple, les filtres ND, on peut les changer à partir du WCU4 avec la portée que nous offre le WCU4. Donc en ligne de vue, c'est quand même très grand, je ne sais plus exactement combien on était. On a aussi les boutons user buttons sur l'Alexa qui nous permettent de faire des choses comme par exemple si on a un moniteur sur la caméra, de pouvoir de loin passer sur des fausses couleurs et vérifier l'exposition rapido et de repasser sur une vue normale pour le réalisateur après, sans pour autant avoir à aller toucher la caméra, par exemple si elle est sur un stead, si elle est sur une grue, etc. Si on veut capturer des données pour les optiques, mais qu'on n'a pas forcément envie d'utiliser un émetteur HF, j'imagine par exemple si on fait des plans d'acteurs derrière un écran vert, on va ensuite utiliser sur des fonds qui ont été en VFX. On peut tout à fait utiliser un follow focus traditionnel, parce que on sera tenté d'utiliser ça, avec un encodeur qui est là. Ça, c'est un moteur sans moteur, ce qui permet de simplement capturer des données d'optique qui ensuite vont dans l'Alexa, vont dans le UMC4 et sont capturés sur des cartes SD exactement de la même façon que si on devait utiliser un moteur. On peut en avoir 3 si on veut capturer les 3 axes. Ça c'est le WCU4, on a mis un petit pied maintenant, c'était on peut l'enlever bien sûr. C'est une option qui permet de le poser bien fermement sur une table pendant que le DIT règle
règle son diaph. Voilà, c'est à peu près tout. Est-ce que j'ai des questions? Non, c'est cool. Est-ce que j'ai été clair? Alors en fait, c'est avec le UMC4, on branche ça sur la caméra, la PS4, l'Arri, sauf l'Alexa, sauf l'Alexa Mini qui sont intégrés. Voilà. C'est ça, et après on a accès aux 3 axes. Absolument. Voilà, avec le CU4 ou voilà. C'est absolument ça. C'est le côté de l'Alexa sans l'Alexa. Donc, ce qui permet de mettre ça sur des caméras qui n'étaient pas forcément designées pour ça au début. Mais ça permet effectivement d'utiliser les 3 axes avec des moteurs traditionnels que vous avez utilisés avant. Et la version d'avant n'avait pas ce display qui est là, qui ressemble un petit peu à justement au display d'Alexa et qui est vraiment